Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons démarrer cette conférence et puis ceux qui sont inscrits vont nous rejoindre peu à peu. Conférence Inspire par l'association EMA en partenariat avec Google Cloud et l'école Epitech. Un Tech Talk cet après-midi avec Sylvain de Tilly et Massid Reza, tous les deux Technical Account Manager chez Google Cloud, qui vous expliqueront un petit peu leur parcours, pourquoi ils en sont arrivés là. Et évidemment, on évoquera l'évolution de l'infrastructure technique depuis 20 ans, qui est aussi une évolution du mindset dans ce métier et la façon dont la technologie suit notre perception. Alors bonjour à tous les deux, Sylvain et Massy. Bonjour. Bonjour Thomas. Et bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Alors comment ça va se passer cette conférence? Nous allons d'abord présenter évidemment nos invités dans un instant et évoquer leur parcours. Nous aurons évidemment des questions sur leur challenge, des questions aussi pour voir un petit peu que font-ils chez Google et techniquement comment ça fonctionne. Et on verra un petit peu l'évolution à travers leur parcours de ce qu'ils ont pu observer dans la tech depuis un certain nombre d'années sur l'évolution du secteur. Et puis évidemment, à la fin de cette conférence, nous répondrons à toutes vos questions, donc n'hésitez pas dès maintenant. Et tout au long de la conférence, si vous avez des questions à poser à Sylvain ou Massy, à les poser dans le chat du Google Meet et nous y répondrons à la fin de cette conférence. Alors, présentons nos invités. Commençons par Sylvain de Tilly, Technical, donc Account Manager chez Google Cloud. Sylvain, qu'est-ce que tu fais chez Google et quel a été ton parcours pour en arriver jusque-là? Donc, je suis Technical Account Manager depuis 2 ans et demi. En fait, c'est un terme un peu piège parce que ça peut être assez variable en fonction des entreprises, Technical Account Manager. En tout cas, chez Google Cloud, notre objectif, c'est de suivre des clients sur le long terme. Donc moi, typiquement, ça fait 2 ans et demi que je suis les mêmes comptes et de les aider à accélérer et à migrer sur le cloud. Donc nous, on intervient post-vente une fois que les clients ont signé un engagement de consommation sur le cloud. Et ensuite, on va les aider en levant des bloqueurs, en les éduquant, entre guillemets, bien sûr, en les mettant en relation avec nos experts, en fluidifiant les conversations avec le support et tout ce genre de choses. Donc, un des mots-clés, on va dire, du Technical Account Manager, du TAM, c'est le Trust Advisor. Donc, en gros, on est la personne de confiance chez le client qu'on va aller voir quand on commence à avoir des questions, des interrogations, des nouveaux projets à lever, ou ce genre de choses. Donc, tout un challenge. Alors, Sylvain, quand on a préparé cette conférence, tu nous disais que tu étais plutôt autodidacte, que tu avais commencé voilà, avec un ordinateur à la maison et puis en travaillant voilà, sur Linux notamment. Est-ce que ça a été une vocation dès le début? Tu t'es intéressé à l'informatique, à la tech de façon assez naturelle? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, j'ai toujours été attiré par ça, mais finalement, je m'y suis mis un peu sur le tard. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de travailler dans une petite SS2I d'experts où on faisait du Linux au début des années 2000. Donc, autant dire que ce n'était pas très répandu. Il fallait convaincre les entreprises d'y aller. Ce n'était pas comme aujourd'hui où c'est devenu une évidence. Et j'ai bossé avec des gens qui avaient commencé à coder en CM1 ou des trucs comme ça. Moi, ce n'était pas mon cas. Donc j'ai eu la chance d'avoir une vie sociale avant, entre guillemets. Mais par contre, j'ai toujours été attiré par ça. Et c'est vrai que fin des années 2000, quand je suis rentré à la fac, où j'ai commencé vraiment on commençait à développer tout ça, je suis tombé dans Linux. Et là, du coup, j'ai fait énormément de choses en autodidacte. Et oui, j'ai passé des nuits à recompiler mon kernel pendant que d'autres jouaient à des jeux ou faisaient autre chose, quoi, tout simplement. Donc ouais, du coup, j'ai fait pas mal de choses en autodidacte et j'ai bien aimé. En même temps, à l'époque, il n'y avait pas
vraiment d'autres possibilités pour se mettre à Linux, et pour en faire, il fallait aller acheter les magazines avec les CD de distribution, parce que c'était trop volumineux pour les récupérer sur Internet, et puis bidouiller encore, et toujours bidouiller, quoi. T'es en mute, Thomas. Et t'es encore en mute, Thomas. Oui, effectivement. Merci, Sylvain. Je t'en prie. Voilà. Donc, quelles études as-tu fait et quelles ont été tes premières expériences professionnelles? Donc, moi, j'ai jamais été très très bon à l'école, donc j'ai toujours un peu galéré. Donc finalement, j'avais un peu deux possibilités. Soit je faisais de la musique parce que j'aime beaucoup la musique et que je pratiquais, soit j'essayais de faire des sciences parce que finalement, c'était un peu par défaut. Moi, j'aimais bien les maths m'aimaient pas trop. Donc il fallait que je trouve un truc. Donc j'ai fait un peu la fac de sciences par défaut. Et c'est là que j'ai découvert l'informatique. On a commencé à développer, et c'est là aussi que je me suis mis vraiment en autodidacte à fond. Et donc j'ai suivi un parcours de fac. Donc à l'époque, c'était DUG, licence, maîtrise, DESS. Aujourd'hui, c'est un master, quoi. Et donc j'ai fait ça à Versailles jusqu'en bac+4, et j'ai fait une spécialisation en sécurité des systèmes d'information à Toulon. Et ensuite, moi, je voulais faire du Linux. De toute façon, je faisais que ça. Je mangeais ça tout le temps, matin, midi et soir. Donc, c'est ce qui m'intéressait, l'open source, etc. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer dans une petite SS2I où on faisait que ça. On était une dizaine. Et donc, je suis rentré comme technicien. On faisait du support, on faisait des missions pour des clients, déployer des systèmes, des firewalls, des relais de messagerie ou ce genre de choses. Plutôt des services qui étaient front sur Internet, puisque Linux avait le bon goût d'être plus sécurisé, on va dire, que les Microsoft de l'époque. Et donc, j'y suis resté 9 ans, et je suis ressorti directeur technique après 9 ans. Et ensuite, j'ai vogué sur d'autres expériences. Tu es toujours en mute, Thomas. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui, excusez-moi. Contrôle D. Contrôle D. Faut choper les réflexes qu'on n'a toujours pas après 2 ans. Alors, merci beaucoup, Sylvain. On reviendra à toi juste après pour évoquer ton parcours jusqu'à arriver à Google. Merci. Massi, alors toi, tu viens d'Italie. Est-ce que tu te définirais un peu comme Sylvain, comme un autodidacte à l'origine? Non, déjà merci Thomas, merci Dipti, merci à l'équipe Emma pour avoir organisé ça. Non, en effet, je ne pense pas de pouvoir me considérer un autodidacte, ou en tout cas pas du tout au même niveau que Sylvain. En termes de parcours études, j'ai en effet étudié en Italie. J'ai fait école polytechnique, ingénierie informatique. Donc, en Italie, je pense que ça marche un peu différemment par rapport à la France, par rapport à l'école-université. En tout cas, c'est 5 ans. 3 ans, c'est un peu le même que le bachelor aux États-Unis, et 2 ans, c'est le master. Donc, les premiers 3 ans, c'est un peu plus générique. C'est ingénierie informatique, c'est un peu plus large, avec beaucoup de théorie. Et les 2 dernières années, c'est le master, c'est un peu plus spécifique dans un domaine. Et moi, j'ai choisi les domaines d'informatique industrielle. Donc, c'était plutôt lié à la robotique. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, en fait, comme on le disait avant, c'était un peu une vocation. Donc, à partir du lycée, je me suis aperçu que j'aimais beaucoup la technologie. J'étais un peu un geek, pas trop, jamais trop, mais un peu un geek. Donc, je me suis dit que c'était assez naturel pour moi d'évoluer par rapport à faire l'ingénierie informatique. Et la meilleure école en Italie, c'était Polytechnique. Donc, j'ai pu faire ça. Et donc, je suis très, très content d'avoir fait ça. Et oui, donc après ça, pas du tout autodidacte, non, de cette façon. Et après, petit à petit, je me suis aperçu que la partie développeur coding dur, c'était pas même si c'est très intéressant, c'était pas forcément ma vocation au long terme. Et donc, j'ai choisi des parcours de travail qui ne sont pas forcément de la partie développement de produits ou de code. Voilà. Alors justement, Massi, quel poste as-tu occupé jusqu'à arriver jusqu'à Google? Ok. Donc, jusqu'après l'université, mon premier job a été du consulting chez Accenture en Italie. Donc, consulting plutôt technologique, donc projet de transformation digitale, ouais, pas forcément stratégique, mais plutôt delivery.
et implémentation des outils ou des outils techniques. Tout au début, c'était plutôt technique, et petit à petit, à fur et à mesure que tu évolues dans l'entreprise de consulting, tu occupes des rôles un peu plus fonctionnels et de gestion des équipes techniques. Et c'était ça vraiment qui m'intéressait. Et aussi, les consulting, ça permettait de travailler avec des clients, donc avec des enjeux différents, des personnes différentes, de voyager aussi à l'Europe. C'est quelque chose que j'ai trouvé toujours très intéressant. Et en parallèle de ça, j'ai toujours eu l'envie de m'installer à Paris pour des raisons personnelles. Il n'y a pas de secret. Et donc, j'attendais un peu l'opportunité. Pas forcément j'attendais, mais j'essaie de créer les conditions pour avoir une opportunité pour m'installer à Paris de façon permanente. Et à l'époque, moi, je ne parlais pas français, donc ce n'était pas forcément évident de chercher un job en France directement d'Italie, sans transition par réseau. Non. Et donc, j'ai eu l'opportunité, à travers des anciens collègues d'Accenture, qui ont fondé leur propre start-up très ciblée, en fait, très concurrentielle par rapport à Accenture sur un certain sujet qui était la data et l'intelligence artificielle. Et à partir de là, j'ai eu l'opportunité, toujours à Paris, de rentrer dans la tech, dans une grosse boîte, une grosse entreprise tech américaine, toujours. Et où là, c'était un peu mes premiers pas dans la tech. Je dirais que ce n'était pas forcément évident tout au début. Et ça m'aide en fait aujourd'hui à être chez Google, à comprendre un peu le type de travail qui est très différent par rapport au consulting classique. Voilà. Et après 8 ans de travail, une carrière de 8 ans de travail comme ça, j'ai décidé de faire des études plutôt business cette fois. J'ai eu l'opportunité de faire un MBA à HEC. Et à travers cette Master of Business Administration, j'ai eu en fait l'opportunité de rapprocher à Google. J'ai fait un stage l'été dernier chez Google dans la même équipe. C'était vraiment, j'ai trouvé vraiment pas mal, surtout au niveau collègue. Et donc, j'ai eu l'opportunité de rejoindre à partir de janvier Google. Ça fait 3 mois que je suis collègue de Sylvain, dans la même équipe. Ouais. Ça marche. Alors, juste avant de rentrer dans le détail de ce que vous faites concrètement et tous les jours, quotidiennement chez Google, Sylvain, après avoir été dans ta petite SS2I, quels autres postes as-tu occupé et surtout, quelle spécialité au fur et à mesure s'est forgée? Donc, dans la SS2I, j'ai vraiment développé mes compétences autour de l'admin 6, puisque c'est ce qu'on faisait tout le temps. Mais on était une toute petite boîte, donc en fait, un jour, tu fais un audit de sécurité pour une mairie et le lendemain, tu vas raquer des serveurs pour un cluster, pour un groupe pétrolier. Donc, c'était vraiment le grand écart. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement plu, en fait. Et du coup, quand après, tu es directeur technique, d'un côté, tu gères des ressources, tu fais du management, mais en même temps, tu fais aussi des interventions, tu fais des escalades de support. Donc, c'est hyper varié. Donc moi, ça me plaisait énormément. Donc j'ai vraiment pu passer de la partie autodidacte dans ton coin à la vie professionnelle, ce qui est quand même une vraie frontière quand tu vas implémenter des choses pour des clients avec des contraintes de temps, des contraintes de budget, et puis juste geeker dans sa chambre, quoi. Donc ça, c'était quand même vraiment une grosse évolution. Et j'ai découvert aussi le management à ce moment-là, ça me plaisait bien. Et donc, il y a un moment, il y a des vides boîtes qui se font racheter, etc. Donc, j'ai pensé que c'était intéressant de changer après 9 ans en plus, première expérience. Donc, je suis parti chez un fournisseur d'accès Internet orienté B2B et pour lequel j'étais responsable R&D. Donc là, je gérais des équipes de dev, des équipes d'admin 6 pour, en gros, faire toute la R&D de la boîte. Donc, j'ai travaillé notamment dans le milieu du data center, donc un truc qui n'a rien à voir. Et donc ça, c'était assez rigolo. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Ensuite, je suis parti chez un web hoster. Donc on hébergeait des sites web 360 entre le développement, l'hébergement, etc. Donc toujours dans le milieu open source, bien sûr. Donc ça, c'était rigolo aussi. Et après, je suis parti et j'ai rejoint une boîte qui faisait de l'édition de logiciels pour les médias. Donc tout ce qui est streaming vidéo, donc typiquement TF1 va envoyer son fichier du film qui est passé le dimanche et ensuite on le transformait pour pouvoir ensuite être streamable sur les plateformes. Donc avec les problématiques de chiffrement, etc., etc. Et là, je faisais de la qualité logicielle, donc autant s'occuper de la forge logicielle
qu'eux-mêmes de faire du test fonctionnel et des choses comme ça. Donc, je pilotais l'équipe qualité, quoi. Donc, finalement, à chaque fois, je suis arrivé dans des milieux que je connaissais pas du tout. Et donc, c'est toujours possible, finalement, avec un peu de volonté, et on arrive, et puis on peut se faire son trou. Et même, quoi, si c'est des domaines qu'on connaît pas, quand on a le bon mindset, ça marche. Alors aujourd'hui, tous les deux, vous êtes arrivés, donc vous travaillez chez Google Cloud. Est-ce que vous avez eu des questionnements, des doutes à différents moments de votre carrière pour en arriver jusque-là? Sylvain, tu me disais qu'il y avait eu un tournant à un moment dans ta carrière et qu'il y avait ce retour à la tech, peut-être, à un moment donné, que tu avais pu peut-être perdre. Alors, ouais, c'est pas tant le retour à la tech que la technique. Finalement, c'est chez Google que j'en fais le moins. J'en ai toujours fait dans mes boulots, même quand j'étais manager, quitte à me garder des choses d'un petit bonbon du vendredi soir où tu allais coder des choses ou implémenter des machins, parce que ça me plaît toujours, en fait. Et je veux dire, même si j'en fais plus au boulot, je peux en faire chez moi encore de temps en temps, quand j'ai le temps. Ce qui se passait surtout, c'est que je me rendais compte que j'étais en train de louper un virage. Donc, en fait, j'ai eu la chance d'arriver de faire du Linux un peu avant tout le monde. Ce qui fait que c'était pas trop compliqué de trouver du boulot et c'était plutôt les gens qui venaient me chercher que le contraire. Et ça s'est un peu tassé et c'est le virage cloud que j'ai pas réussi à choper au bon moment. Et donc, je commençais à sentir que j'étais un peu en retard. Donc, le fait de rentrer chez Google, c'était une super opportunité parce que là, pour le coup, je suis vraiment au cœur du réacteur et en plein dedans. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Et voilà, du coup, je suis de nouveau sur ce qui se fait à l'état de l'art. Donc, c'est très bien. Massi, et toi, est-ce que tu as eu des moments voilà, de questionnement, de revirement pour en arriver jusque-là? Bah, je dirais pas au sens large. Je pense que, en fait, je suis très satisfait de ma carrière jusque-là. En fait, Google, ça a été, pour un ingénieur informatique spécialement, je pense que ça reste un peu dans la tête, dans les ambitions. Après, les étapes pour arriver ne sont pas forcément été évidentes. Donc, c'était un peu de chance, un peu de réseau et un peu de construire le bon profil pour y arriver. Donc, aujourd'hui, je suis très, très satisfait. À niveau des doutes, non, dans le sens que, en fait, il faut accepter que ce n'est pas une carrière hyper structurée. Il peut y avoir des ambiguïtés à niveau de personnes que. En fait, c'est très divers. Donc, il peut y avoir des ambiguïtés à niveau de structuration du travail. Qui fait quoi et pour combien de temps, etc. Donc, il faut savoir accepter ça au début et après pouvoir anticiper ça. Donc, une fois qu'ils acceptent ce niveau de complexité, après Sylvain peut me corriger sur ça, qui a un peu plus d'expérience, surtout chez Google. Mais je dirais, une fois qu'on arrive à savoir que ça existe, l'accepter et l'anticiper. Donc, ça, c'est un peu, je dirais, la complexité, mais à niveau de doute, bon, j'attends mes objectifs jusque-là. Mais après, ouais, c'est un travail très, très dynamique. Il faut toujours être à jour par rapport aux clients, par rapport au produit Google, qui est un écosystème énorme. Donc voilà. Merci beaucoup, Massi. Alors, est-ce que vous avez déjà à ce stade, par rapport au parcours que vous avez eu, des conseils à donner à ceux qui voudraient également continuer dans la tech? Est-ce qu'il y a une voie royale? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait que vous ne referiez pas? Massi, il y a aussi des différences avec l'Italie qui peuvent aussi nous enseigner. Mais si tu avais quelques conseils à nous donner, ce serait lesquels? OK. Donc, moi, je peux parler par rapport aussi à mon parcours. Ce que je vois aujourd'hui, justement, pour arriver dans la tech et pour évoluer dans la tech, au moins pour les rôles client-facing, qu'on appelle client-facing, il faut, je pense, deux options. Soit être expert dans un certain domaine, par exemple data, par exemple réseau, par exemple sécurité. Donc, il faut être intéressé et devenir expert dans un certain domaine. Ou sinon, alors, avoir un background consulting, donc, qui permet d'avoir une structuration à niveau de delivery des projets face aux clients.
donc voilà, pour moi, deux options. Toi, très expert dans un domaine ou consulting au sens large, donc structuration de livre de projet, être capable de comprendre les enjeux clients et les traduire en activité avec des milestones en planning et être capable de suivre ça avec les clients. Merci, Massy. Toi, Sylvain, tu nous disais, par exemple, que il fallait savoir parler dans ce métier, savoir s'exprimer, notamment pour faire le métier de TAM que vous faites aujourd'hui. Mais est-ce que ce serait ton principal conseil? Est-ce que tu en as d'autres? En fait, juste par rapport à la question de la voie royale, je pense qu'elle n'existe pas, la voie royale, dans le sens où elle est différente pour chacun. L'informatique, c'est hyper vaste. Hein. Quand on me demande qu'est-ce que tu fais et que je dis de l'informatique, on me dit ah, c'est bien. Mais en fait, c'est aussi vaste que la médecine, c'est-à-dire que tu as du brancardier jusqu'au neurochirurgien, de l'administratif, il y a tout en fait. Il y a énormément de choses, énormément de métiers pour tous les types, tous les goûts. Enfin, il y a de quoi s'occuper largement. Et donc finalement, je pense que la voie royale, c'est quand on trouve celle qui nous convient. Et elle peut changer aussi au cours du temps. On peut être amené à effectivement vouloir être expert technique. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps. Puis au bout d'un moment, je dis bah tiens, peut-être que j'essaierai un peu plus de management, plus de delivery. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment une voie royale. Et ce qu'on avait évoqué, et c'est vrai que la petite boutade que je disais quand je disais que moi j'avais pas commencé à coder en CM1 et que du coup j'avais une vie sociale, c'est que j'arrivais mieux à comprendre les gens que mes collègues. C'est pour ça en fait que j'ai eu l'opportunité de devenir directeur technique, c'est que je savais faire le pont en fait entre différents types de populations. Et ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément. Enfin moi j'avais pas du tout conscience quand j'étais étudiant. C'est en fait de savoir parler d'un côté typiquement à des techniciens, à des experts techniques, comprendre ce qu'ils nous disaient, comprendre leurs problématiques et ensuite d'être capable de les remonter à une population qui n'était pas technique. Ça peut être des clients, une équipe commerciale, une direction et comprendre aussi leurs problématiques à eux, leurs problématiques business, etc. Et pouvoir expliquer en fait ensuite à l'équipe technique, ok, ce qu'on va faire, c'est peut-être pas l'état de l'art, mais il y a un moment, il faut qu'on délivre, il faut qu'on fasse comme ça et faire le jeu de compromis. Et ça, en fait, on le retrouve dans plein de boulots, donc boulot de management, on peut le retrouver dans des boulots d'avant-vente, on peut le trouver dans le boulot de TAM. Et voilà, ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est ce que disait Massy, du coup, tu n'es pas forcément expert technique, mais tu as besoin quand même de comprendre ce qu'on te dit, de pouvoir le réexpliquer, et il faut aussi savoir s'adapter aux personnes à qui on parle. Donc il n'y a pas que le développeur et le chef de projet, en fait, comme débouché en informatique, en synthèse. Merci Sylvain. On va parler des évolutions de ce qu'on appelle l'infra de façon globale. En tout cas, des évolutions technologiques au sens large depuis 20 ans qui sont quand même énormes. Le monde que vous avez connu étudiant, j'imagine, n'est pas du tout le même que celui que vous décrivez à vos clients en tant que TAM aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour se remettre à la page régulièrement? Est-ce que c'est une capacité qu'on doit avoir, un caractère? Est-ce que ça doit être inné? Est-ce que ça s'apprend? Et comment vous le vivez au quotidien? Est-ce que c'est difficile de suivre effectivement les nouvelles informations qui arrivent, tout en sachant qu'aujourd'hui vous êtes chez Google et donc peut-être davantage accompagné dans cette démarche-là aussi? Peut-être Massy? Oui, donc première chose, je pense qu'il faut être passionné par la technologie en général et par son propre travail ou par rapport aux sujets qui sont inclus dans les jours par jour. Et en même temps, il faut être capable de prendre un peu de recul par rapport aux activités jour par jour. On est parfois trop comment dire, dans le projet client, dans le delivery du client, pour ne pas avoir le temps de voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. On dit que Google est très dynamique, il y a des produits qui se développent tout le temps. En fait, c'est un peu le mode agile qui s'applique à toute l'entreprise. Et donc, première chose, prendre du recul, être passionné, prendre du recul. Et après, bien sûr, profiter de toutes les opportunités qui, soit Google, soit toi-même, par rapport à ta passion,
soit de learning, soit de parler aux gens et comprendre en fait aussi, par exemple, le learning, il y a déjà des parcours chez Google ou des parcours qu'on propose, même pour nous, même pour les clients. Il y a aussi des cours externes. Mais par exemple, chez Google, j'ai une chose qu'on aime bien qui s'appelle Coffee Ninja, et ça permet en fait de créer des calls comme celle d'aujourd'hui, avec des personnes au hasard dans l'entreprise, qui est créé par un système, donc totalement au hasard. Et ça permet en fait d'échanger par rapport à des gens qui ne sont pas du tout pas dans les clouds, peut-être dans Google, même Alphabet, pas forcément en France. Et ça permet un peu de comprendre qu'est-ce qu'ils font pour peut-être alimenter ton jour par jour, découvrir de nouveaux parcours ou être justement plus habile dans ton travail. Voilà. Merci beaucoup, Massy. Sylvain, comment est-ce que toi, tu as fait pour te remettre à la page régulièrement? Alors déjà, la première chance que j'avais, c'est que moi, j'étais passionné par ce que je faisais. Donc, j'avais cette chance-là. Et en fait, c'est une vraie chance parce que du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc, mais bon, ça peut arriver qu'on ne le soit pas et que ce soit plutôt, on ait un boulot plutôt alimentaire, hein, je veux dire, comme une grande majorité des gens en France et dans le monde. Mais il n'empêche que cette curiosité, il faut absolument la développer parce que, à mon avis, c'est vital dans le monde dans lequel on vit, en particulier dans l'IT, avec la vitesse à laquelle ça va. Et pour ça, il faut développer cette curiosité. Et moi, il y a un truc que j'ai pu voir au long de ma carrière, c'est qu'il fallait s'entourer de gens qui étaient vraiment meilleurs que soi. Voilà, c'est le truc. Il y a un proverbe qui dit que si tu es le plus intelligent dans une pièce, il faut changer de pièce. C'est pareil pour la boîte. Si jamais c'est toi le moteur technique, c'est toi qui tire tout le monde vers l'avant et que finalement. Donc ça peut être une situation assez sympa parce que du coup on t'écoute, tu peux être très influent, etc. Moi, personnellement, je me suis toujours dit que si c'était le cas, c'est que ça voulait dire que j'étais plus dans la bonne boîte. Et il fallait que j'aille me trouver une boîte où il y avait plus d'experts, où j'allais encore plus apprendre et j'allais pouvoir me confronter. Donc, il faut être capable de s'entourer de ces sachants-là. S'entourer, c'est une chose. Après, il faut être capable de les écouter, de comprendre ce qui se passe. Et puis, voilà, et de pas s'ancrer dans des technos. Parce que finalement, quand on devient expert d'une techno, on peut prendre les exemples des personnes qui font de la S400, donc c'est les gros mainframes IBM, voilà, où tu es hyper expert dans ce truc-là, et effectivement, tu es très demandé, et puis tu peux complètement t'enfermer là-dedans, puis un jour, ça meurt. Et là, ça devient vraiment compliqué de switcher, c'est possible, mais c'est compliqué. Donc, ça demande énormément d'efforts. Et donc, c'est important quand même de toujours se garder un peu les côtés, de faire attention de ce qui se passe autour. Voilà. Moi, par exemple, j'ai loupé ce virage cloud. Donc, j'ai réussi à me remettre dedans. Ça n'a pas été facile, du coup. C'était plus compliqué. Et donc, c'est ça qu'il faut, je pense, arriver à faire, en fait. Alors ça, on est dans l'évolution du mindset par rapport à ces évolutions, mais rentrons dans le concret de ces évolutions. Qu'avez-vous observé qui vous ont le plus marqué ces 20-15 dernières années dans l'IT, des situations, des évolutions qui ont dû vraiment vous challenger et comment est-ce que vous voyez justement ces évolutions demain arriver et comment vous vous y préparez? Donc, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué ces dernières années et quelles sont celles pour lesquelles vous vous préparez? Peut-être Massy. Oui, donc ce que j'ai observé au long de ma carrière, je dirais deux choses. La première chose, c'est la vitesse de changement qui est demandée par les clients et demandée aussi à niveau de la propre entreprise, par exemple Google, même, je dirais dans la tech en général. Et le deuxième, c'est l'ampleur de l'impact que chaque projet IT a sur toutes les business units de l'entreprise. Je dirais qu'au début, les projets que j'ai suivis, c'était toujours IT et le stakeholder principal du client, c'était une personne de l'IT. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais ça impacte beaucoup plus de sujets, notamment peut-être la partie le chief marketing, par exemple, tous les sujets data, mais aussi le chief finance pour tous les sujets data, mais liés à la finance. Donc voilà, deux choses, donc rapidité et ampleur d'impact. Et ce que je vois un peu, c'est la vitesse, ça ne se réduit pas, je pense. Ça va être toujours les sujets à suivre. Donc, être capable
d'abord de comprendre un peu les enjeux de clients, qui peuvent être divers, parce que tous les clients qu'on suit sont de différentes industries, peut-être retail, finance ou médias, par exemple. Donc, être capable de comprendre les enjeux pour les anticiper les cycles suivants. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Mais en gros, c'est cette capacité de d'abord comprendre et après anticiper. Parce qu'il a besoin de rapidité de déploiement et de changement aussi des objectifs qui font de façon que notre travail, ça doit être de les impacter, de les aider à atteindre les objectifs de façon hyper agile. Voilà. Merci beaucoup, Massy. Sylvain, qu'est-ce qui t'a marqué le plus ces dernières années et comment est-ce que tu vois l'avenir de l'IT? Alors, moi, ce qui m'a marqué, d'abord, c'est la partie technique qui m'a vraiment impressionné. Moi, quand j'ai commencé, donc il y a une vingtaine d'années, on pouvait être généraliste en fait et quasiment tout connaître ce qui se faisait. Et au fur et à mesure, tout s'est complexifié. Donc, on est passé de 3 machines dans un placard à balai dans une entreprise avec des machines, de la virtualisation, du stockage séparé. Donc là, déjà, il fallait commencer à avoir des experts virtu, des experts stockage. Puis après, on a tout déplacé dans des data centers. On a commencé à virtualiser les réseaux. On a commencé à containeriser aussi. Donc, c'était encore une autre approche, etc. Et puis maintenant, il y a la data qui est vraiment je dirais, le gros sujet actuel sur lequel les entreprises devraient tous se pencher, en fait, comment ramasser leurs data, comment traiter leurs data, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Et moi, ça me fascine, en fait. Ça me fascine dans le sens où ça va super vite. C'est quand même vraiment compliqué, c'est-à-dire que ça se complexifie, complexifie, complexifie. Aujourd'hui, bien malin, celui qui serait capable de nous établir toutes les couches applicatifs et hardware qu'il y a entre un conteneur qui est popé sur GCP et la machine. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de couches. Mais c'est pour le. Enfin, je veux dire, tout ça, ça va dans le sens de l'accélération parce qu'on a besoin. Enfin, les entreprises souhaitent toujours aller plus vite, toujours être plus performants et que ce soit plus simple. Donc, en fait, on masque toute cette partie de complexité avec ces couches successives. Donc ça, je trouve que c'est passionnant. Donc, je pense qu'il faudrait plus d'une vie en fait pour tout connaître. Après, l'informatique de demain, bien malin celui qui pourra le dire, mais je pense on a un peu biaisé chez Google parce que nous, on a la chance de travailler sur des clients en fait qui sont déjà soucieux et qui sont déjà assez en avance, on va dire, par rapport à énormément d'entreprises. Moi, je travaille sur des comptes qui migrent massivement dans le cloud et des grosses entreprises en fait. Je veux dire, et en plus qui sont déjà assez matures sur ces sujets-là. Donc quand on est là, déjà, tu as déjà un bon pas d'avance par rapport à énormément de concurrents qui ont toujours leurs serveurs qui traînent dans des coins, etc. Donc je pense que l'avenir, il est quand même là. Alors, quand on parle de la data, qui est effectivement un gros sujet du moment et des années à venir, qui ne va pas arrêter d'être un sujet tout de suite, et qu'on a effectivement, vous, les grands comptes dont vous vous occupez, des montagnes de données à exploiter, à stocker puis à exploiter, est-ce que finalement on est dans une utopie de se dire qu'on pourra exploiter toutes ces données, ou est-ce que techniquement les briques techno vont nous permettre petit à petit de vraiment rentrer dans le détail de chacune d'elles, de pouvoir bien les aligner, de pouvoir bien les trier pour pouvoir les exploiter, ou est-ce que un magma de données chez une grande marque, une grande entreprise, sera traité un jour? Ça va dépendre de l'entreprise, j'ai envie de te dire, mais c'est des métiers, hein, tous les nouveaux métiers qui apparaissent, data scientist, data analyst. C'est vraiment un pan complet qui s'est ouvert là sur ces dernières années et sur lequel il y a énormément à faire, quoi. Et voilà, c'est tout un travail de qu'est-ce que je ramasse, est-ce que c'est bien ce que je ramasse, comment je nettoie tout ça, comment je vais pouvoir m'en servir. Est-ce que j'en stocke pas trop parce que ça a un coût environnemental, ça a un coût financier. Donc il y a tout un équilibre comme ça à trouver qui est assez compliqué en fait, hein, objectivement. Et des fois, on peut trouver des gens qui vont trop en stocker en se disant peut-être ça me servira un jour, mais finalement qui pourront jamais parce que c'est un gros fourre-tout complètement inexploitable, ou d'autres qui finalement se disent mince,
j'aurais peut-être dû m'en stocker un peu plus parce que là, je suis un peu à sec par rapport au nouveau modèle d'AI que je voudrais déployer, quoi. Merci. Est-ce que tu as un avis sur cette question de Oui, la en effet, je suis tout à fait en phase avec Sylvain. Je pense qu'en effet, il faut partir de besoins spécifiques dans l'entreprise ou dans certaines entités au sein de l'entreprise. Et à partir de cela, on les accompagne pour comprendre en effet quelles sont les données, à partir de ces besoins, donc quelles sont en effet les données dont ils peuvent avoir besoin et quel est l'historique dont ils peuvent avoir besoin par rapport au coût. Donc, c'est comprendre les besoins et après faire une analyse bénéfice-coût par rapport à l'historique, au stockage. Et après, en effet, il faut avoir aussi les personnes qui sont capables de l'exploiter. Les métiers de data scientist, c'est très, 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 très poussé au sens de être en capacité de lire les données et produire des insights pour normalement du marketing ou de finance ou à un niveau plus haut stratégique. Donc, ouais, donc, à partir de besoins, comprendre un peu les bénéfices les bénéfices et les coûts pour collecter ces données et la stocker, et après avoir les bonnes personnes pour l'utiliser. Et la bonne gouvernance, on dit la bonne gouvernance, ça veut dire quoi? Qui fait quoi avec ces données en sécurité et en compliance avec la loi et les différentes lois d'exploitation de données clients. Alors, n'hésitez pas, on va bientôt arriver à la conclusion, de poser des questions si vous en avez à Sylvain et Massy dans le chat. Ce sera un plaisir de vous répondre aux questions techniques ou pas sur le parcours ou autre. N'hésitez pas. Alors moi, Sylvain et Massy, j'ai noté une petite contradiction dans ce que vous venez de nous dire sur la partie complexité. À la fois, il faudrait ne pas être expert et avoir un rapport très humain et finalement avoir une capacité de faire le pont entre différents métiers et c'est le rôle du technical account manager, métier que vous occupez aujourd'hui, mais c'est aussi le compte, voilà, c'est aussi le métier des consultants, etc. Et en même temps, il faut devenir expert par rapport à tous les changements qui adviennent pour pouvoir tout comprendre, tout assimiler et répondre au mieux aux demandes de ces mêmes clients. Alors, comment est-ce que vous managez finalement cette contradiction et est-ce qu'il faut être expert de tout? Est-ce qu'on a besoin d'être expert de tout? Quelle place pour un spécialiste dans cet écosystème où de toute façon tout est compliqué? Sylvain. Bah, tu peux pas être expert de tout. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas être expert de tout, c'est certain. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses, c'est trop vaste. Donc, c'est des choix de carrière, en fait, de se dire, OK, bah, moi, je sais pas, moi, j'adore tout ce qui est orchestration de conteneurs. Je vais faire ça à fond, je vais faire du Kubernetes à fond. Et du coup, tu te spécialises là-dedans et tu suis tout ce qui se passe et c'est super dynamique et il y a toujours de nouvelles briques qui apparaissent, etc. Et tu es actif là-dedans et du coup, on viendra te chercher quand on aura des problèmes pointus sur Kubernetes, quand tu atteins des limites de scalabilité ou des choses comme ça. C'est là où on viendra te chercher. Et qui viendra te chercher? Bah, c'est un mec comme moi qui, lui, aura compris qu'il y a des problèmes de scalabilité. Je ne pourrais pas moi-même le résoudre. Mais je comprends d'où ça vient, etc. Et donc, je sais que c'est toi que je vais devoir venir chercher. Donc, c'est quand même deux types de profils différents et des choix de carrière, en fait. Sachant que c'est pas exclusif, c'est-à-dire que tu peux choisir un moment d'être expert, puis finalement de redevenir généraliste, ou le contraire, en fait, ou te spécialiser. Et tu n'es pas obligé d'être le gros gourou, mais il y a plusieurs aussi étapes. C'est-à-dire, tu es le premier niveau d'expertise ou le deuxième niveau d'expertise, etc. Donc, c'est quand même assez graduel tout ça. Mathie, est-ce que tu es d'accord avec Sylvain? Tout à fait. Donc, comme on disait avant, notre rôle, c'est être capable de comprendre un peu l'enjeu client sur un certain range de produits. Donc, l'expertise pour nous, c'est assez, je dirais, haut niveau sur en fait, le portfolio le plus vaste des produits, mais on n'est pas censé être expert dans chaque produit. Donc, c'est l'attente aussi du client. C'est contractualisé que ce n'est pas nous qui va forcément répondre directement aux questions. Donc, c'est plutôt être capable de comprendre ce type de questions, de les catégoriser, les prioriser surtout. Et après, nous, on est en mesure d'accéder aux ressources de Google, en effet, experts, donc ça s'appelle consultants ou ingénieurs, qui peuvent en effet répondre directement aux questions spécifiques et techniques, qui peuvent même rentrer dans les codes. Alors que moi, je n'ose pas, je ne sais pas Sylvain. Mais donc voilà, c'est un peu une expertise. Notre rôle, je pense, c'est un peu une expertise
vaste, mais haut niveau, versus un rôle d'expertise plus profonde, mais sur un vertical de produit. Mais c'est assez génial parce que ça veut dire que dans l'IT aujourd'hui et demain, on n'est pas obligé de se cantonner finalement à une spécialité. On peut vraiment être un nerd vraiment sur quelque chose d'extrêmement précis. On peut vouloir voilà, s'intéresser un peu à tout, ne pas vouloir entrer forcément dans le détail de chacun des sujets, simplement être intéressé par la tech et avoir les compétences de suivi et de remise en question nécessaires au fil des années. Et donc, c'est plutôt une chance pour l'avenir. Comment est-ce que vous voyez ça? Ouais, c'est une chance, mais je pense que ça a à peu près toujours existé. C'est-à-dire que il y a tellement de profils en fait dans l'IT, la place que ça prend. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de vous expliquer la place que ça a pris aujourd'hui dans le monde et comme quoi pendant longtemps c'était juste l'IT, c'était un centre de coût pour les entreprises. Et aujourd'hui, c'est devenu un choix stratégique. Je veux dire, le CTO, le CEO, il est vraiment au bord de la boîte, au même titre que le directeur financier. Et du coup, il a vraiment une place clé, en fait, dans ce qui se passe, et en particulier avec la gestion de la donnée, etc., où il est encore plus proche du business. Donc, finalement, c'est quand même hyper vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et pour des millions de profils, en fait. Et il y en a encore beaucoup, je pense, qui vont arriver, dont on n'a même pas idée encore aujourd'hui. Parce que je dis que c'est génial parce que on aurait pu penser le contraire en se disant qu'on rentre dans un monde de la tech plus complexe, mais il y a encore la place pour des profils moins spécialisés. Merci. Tout à fait. Donc, d'abord, cette complexité que tu as mentionnée, c'est en effet la complexité du travail aujourd'hui. Donc, c'est parce que l'ampleur de produits où il faut quand même être à l'aise à comprendre et à en parler, même si elle n'est pas au niveau, c'est très large. Mais en effet, oui, c'est une chance, comme Sylvain, c'est une opportunité parce que la limite, il n'y a pas forcément de limite, surtout dans l'évolution des produits. Et quand je mentionnais, en fait, par rapport à mon background, quand je mentionnais le consulting, aujourd'hui, c'est parce que, en fait, c'était la meilleure école pour être structuré dans la façon de travailler et surtout pour être en face des clients. Être en face du client, ça veut dire qu'ils ne sont pas des personnes avec tout le travail tous les jours, ne sont pas assis à côté de toi, sont des autres entreprises et tu dois être avec le training, disons, que tu fais pendant les consultings, tu dois être capable de parler avec eux, comme Sylvain disait avant, il faut être capable de parler et surtout de comprendre leurs besoins. Ça, c'est le sujet pour moi clé. Et pour mon histoire, mon carrière, c'était ce que j'ai beaucoup appris pendant le job de consulting. Voilà. Ouais, juste un mot sur le job de consulting. Je pense que c'est vraiment une très très bonne école parce que tu papillonnes souvent sur plein de projets. Donc, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu cette chance-là de papillonner sur énormément de projets et du coup de voir énormément de choses. J'étais jeune, j'avais faim et c'était parfait en fait. Parce que là, c'est vraiment l'apprentissage vitesse grand V. Donc, ça peut être un peu douloureux parce que on m'a déjà envoyé sur des missions sur des sujets que je ne connaissais pas. Donc, voilà, il faut faire des petits numéros de claquettes et puis apprendre très très rapidement. Hein. Mais il n'empêche que ça forge. Hein. Et je peux te dire que là, tu apprends à apprendre aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, finalement, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez postulé chez Google, le fait d'avoir à la fois d'être au cœur du réacteur dans une grande entreprise qui a une multitude de produits, et aussi parce qu'elle a une multitude de produits qui vous offre voilà, ces deux aspects d'à la fois complexité et en même temps touche à tout, peut-être? Bah, pour moi, oui, c'était vraiment le côté. Ce que je disais, c'est être au cœur du réacteur. C'est là que ça se fait. En fait, on a la chance d'être dans une boîte qui est en train qui est vraiment pionnière sur tout ce monde de l'IT, qui est en permanence citée en référence pour ses pratiques, que ce soit le SRE, Site Reliability Engineer. Je vous laisserai taper dans Google. C'est quelque chose que Google a inventé et qui commence à être implémenté partout. Toute la conteneurisation, c'est quand même Google qui était pionnière dans ce milieu-là. Et voilà, on peut en citer comme ça des kilos et des kilos. Donc, c'est quand même une grande, grande chance d'être dans une boîte avec cette dynamique-là, justement pour être en permanence alimenté. Et c'est bien. Oui, de mon côté, en plus de ce que dit Sylvain, qui pour moi, je suis
encore une fois, tout à fait d'accord. Pour moi, c'est Google au sens large, c'est l'impact que Google a sur la société. Donc, le brand est connu par tout le monde et on sait très bien qu'avec tous les produits qu'on utilise tous les jours, la plupart c'est Google. Et le Google Cloud, en plus d'être leader comme on dit souvent, dans certains domaines, c'est aussi un challenger par rapport au marché du cloud. Donc, aujourd'hui, on n'est pas le leader du marché au sens large, donc c'est pas forcément le... Et donc, je pense que pour moi, c'est plus intéressant d'être dans une entreprise qui est challenger, mais avec beaucoup de croissance prévue, ou beaucoup d'opportunités de croissance, par rapport à un leader du marché. Sachant que ça reste un monde hyper dynamique, donc leader du marché, c'est très temporaire, et challenger, ça peut être très temporaire. Donc, c'est un sujet très complexe. Et donc, voilà pourquoi la tech, pour moi, c'est intéressant, même si complexe au sens. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à nos invités si vous en avez envie, ou alors on a été très complet et du coup, c'est très, très bien aussi. Dernière question peut-être, pendant ce temps, ce sont Emma qui organise ces conférences, une association qui prône pour la diversité dans la tech et une amélioration, voilà, une accessibilité de tous les profils dans ces métiers-là. Est-ce que vous avez vu des évolutions concernant la diversité dans votre métier au fur et à mesure des années, Sylvain? Ouais, j'en ai vu quand même. Donc, moi, quand j'étais à la fac, sur un amphi de 150 personnes, il devait y avoir 3 femmes. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Et il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Hein, donc, c'était pas vraiment ça. Et je pense qu'en plus, il y a un peu ce côté, ouais, la mécanique, c'est pour les mecs. Et puis, et puis, c'est pas et puis aller faire du marketing, les filles, tu vois. Mais même pas forcément dit frontalement. C'était plutôt insidieux, si tu veux. Et je pense que ça, quand même, ça a changé au cours du temps. Moi, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai vu de plus en plus de femmes qui étaient expertes techniques et voilà, qui naviguaient au milieu de tout ça. Et du coup, c'est un monde qui s'est quand même pas mal féminisé, je trouve, et c'est tant mieux. Je trouve que chez Google en particulier, il y a quand même, enfin, je n'ai pas les chiffres, mais je trouve qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus que dans des boîtes pour lesquelles j'étais précédemment. Donc, je sais pas, c'est pas une statistique, hein, donc je ne sais pas si c'est un reflet de la société au global, mais en tout cas, moi je constate chez Google et je trouve ça plutôt sympa. Mathilde, est-ce que tu as observé voilà, un questionnement autour de justement cette question de la diversité? Oui, donc j'ai le même constat par rapport à l'école. À l'école, en effet, à ingénieur informatique, il y avait, je pense, 3 ou 4 filles et pas vraiment de barrières, en effet. Donc, je pense que à l'époque, c'était vraiment un choix de la société. Disons que les métiers un peu plus techniques et technologiques, c'est pour les hommes. Et après, chez Google, en effet, c'est très différent. Déjà, par exemple, notre chef est une femme. La chef de tout le parti consulting chez Google Cloud est en France. Est une femme. Cette semaine, on a accueilli 2 nouveaux dames, elles sont 2 filles. Donc, on a des chiffres qui augmentent à faveur de la diversité, au moins hommes-femmes. Et je pense aussi que, surtout dans la tech, en effet, les passés, ce n'est pas forcément ingénierie informatique qui tu peux rentrer chez Google Cloud. Donc, le fait que les backgrounds sont divers, parce que les besoins du client sont divers, et aussi, on comprend que la valeur des équipes augmente par rapport à la différenciation de background. Alors, on voit que c'est plus simple, en théorie, d'avoir un peu plus de diversité. Oui, finalement, on peut peut-être être optimiste en disant que la diversité que nécessite la complexité de l'IT nécessitera effectivement des profils de plus en plus divers dans ces métiers-là. Oui, et en même temps, moi j'espère et je constate ici, c'est qu'il y a des femmes qui sont vraiment des grosses expertes techniques. Ouais. Donc, et moi c'est plutôt ça que je voudrais voir, quoi. Pas parce que les métiers s'ouvrent qu'il y a plus de femmes, non, c'est parce que les femmes vont aussi aller faire de la technique, parce qu'il n'y a pas de raison que nous on aime ça, qu'elles elles n'aiment pas ça, parce que ça reste passionnant pour tout le monde, quoi. Et je trouve que on en croise quand même, hein. On en croise, particulièrement chez Google, et je trouve ça plutôt sympa, quoi.
voilà, quand il y a deux personnes, il y a un mec et une femme qui rentrent dans une salle, on ne se tourne pas naturellement vers la femme comme quoi ce serait la personne sales et vers le mec comme quoi c'est le technicien. Bah, ça, c'est un biais qu'il faut casser parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus toujours le cas. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt rafraîchissant d'avoir de ces nouvelles-là, en tout cas chez Google. Si ça se passe bien, c'est top. Écoutez, on arrive à la fin de cette conférence. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent, un conseil peut-être pour les années à venir dans l'IT, si vous devez retenir peut-être une façon de faire ou autre chose, laquelle serait-elle? Moi, je veux bien en donner un, c'est que j'ai l'impression, donc c'est pas forcément purement IT, mais que les boîtes s'internationalisent beaucoup. Et aujourd'hui, l'anglais, c'est plus une option. Et donc, ça l'a jamais vraiment été en IT. Mais je pense que ça l'est vraiment plus du tout. Nous, on a plus de 50% de nos meetings qui se font en anglais, nos communications internes qui se font en anglais. Et bon, bah, forcément, on est une boîte américaine, mais je pense que ça va vraiment être une généralité. Tout s'internationalise. Et il se trouve que c'est l'anglais la langue internationale. Donc, ça, je pense que c'est vraiment pas un détail. Donc, faites-vous des expériences à l'étranger. C'est le meilleur moyen de, de, voilà, de s'inspirer de tout ça. Et je pense que ça ne sera pas perdu. Alors avant ta réponse, Massy, et ton conseil, si jamais voilà, il y a des questions, c'est le dernier moment pour les poser puisqu'on est sur la dernière intervention. Donc n'hésitez pas à poser des questions à Sylvain et Massy si vous estimez qu'il y a eu qu'il y a encore des questions que vous posez. N'hésitez pas, c'est maintenant. Massy, un conseil? Oui, donc en lien par rapport à ce qu'on a dit, donc être passionné, donc rester passionné, donc lire en dehors de l'école, de ce que vous faites, à l'école en tant qu'étudiant aujourd'hui, bien sûr. Il faut étudier, mais aussi regarder un peu en dehors quels sont les trends que vous voyez dans le monde ou dans certains secteurs dont vous êtes intéressé, par exemple le média ou la fintech ou la blockchain, n'importe lequel. Donc, et une fois que vous voyez ça, essayez de vous passionner ou regarder ça pour vous voir si ça vous intéresse et donc chercher de devenir plus expert. Et en plus que l'anglais, je suis tout à fait d'accord que comme c'est un prérequis qui n'est même pas demandé parce que c'est implicite, je dirais. Merci beaucoup, Sylvain. Je te mute une dernière fois. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Massy, d'avoir donné voilà, votre parole précieuse aujourd'hui lors de cette conférence Inspire organisée par l'association EMA en partenariat avec Google Cloud et avec le soutien de l'école Epitech. Et puis, on se dit à très, très vite pour une nouvelle conférence avec des professionnels de la tech. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous.